Bonjour à toutes, bonjour à tous. Y a-t-il un grand architecte? Comment vivre avec plus de conscience? C'est quoi le monde d'après et l'humain d'après? Dans notre société actuelle, beaucoup de choses sont remises en question et une transition semble s'être enclenchée. Une nouvelle humanité plus connectée pourrait être la solution à la crise que nous vivons. Oui, mais connectée à quoi? Pour le savoir, nous allons accueillir Patrick Jarnouen. Bienvenue en thérapie. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Thierry. Alors vous avez étudié les sciences, l'astrologie, la psychologie, la philosophie, la sociologie et les traditions anciennes, aujourd'hui oubliées. Et surtout, vous vous êtes, comme ici même, posé toutes les questions existentielles. Alors, questions auxquelles vous donnez des réponses. Après 30 ans de travail, fort de vos rencontres, de vos voyages et de vos expériences, vous nous offrez la trilogie Cosmos aux éditions Nouvelle Terre, dont je viens de terminer le 3e tome de 600 pages. Et d'après vous, l'espèce humaine actuelle, matérialiste, mentale et mortifère, est arrivée à un tournant majeur de son destin. Et notre défi serait de renouer avec une pensée de la totalité en se reconnectant à l'univers, univers que vous dites vivant et intelligent. Alors, avant d'en parler plus en profondeur, pendant une heure, et prendre conscience de la nouvelle connaissance et d'une possible nouvelle espèce humaine, comment, Patrick, une civilisation a priori intelligente en est arrivée là où nous en sommes? Alors, effectivement, nous vivons une crise unique dans l'histoire de l'humanité. Je dis unique car elle est planétaire. Une crise signifie que quelque chose ne tourne pas rond dans un système et qu'il est nécessaire de changer, de revoir les fondements même du système. Alors, pourquoi sommes-nous arrivés là? Quelles sont les raisons véritables de cette crise? Eh bien, premièrement, on peut dire que notre vision du monde est faussée. Notre manière de penser est soumise à une idéologie qu'on appelle le matérialisme, à savoir que seul le monde matériel existe et tout le reste est exclu. Par exemple, la science moderne considère l'univers seulement comme des cailloux géants, des masses de gaz. Eh bien, cette vision des choses, cette représentation du monde, elle est extrêmement réductrice. D'ailleurs, c'est une aberration qui est confirmée par la nouvelle physique. Le problème des sciences, c'est qu'elles restent étanches, elles sont enfermées dans leur propre domaine. Donc il faut les ouvrir à l'échange interdisciplinaire, ce qu'elles font rarement. Il faut les extraire aussi de cette idéologie, ou qu'elles s'extraient, que les scientifiques s'extraient de cette idéologie matérialiste. Et surtout les rendre indépendantes, les disciplines rendent indépendantes des systèmes financiers. Donc, j'en suis arrivé au constat que les outils habituels de la connaissance sont dépassés, ils sont obsolètes. Ils sont insuffisants pour répondre à la complexité actuelle du monde. Le philosophe Alain Finkielkraut écrit un livre, son titre c'est La défaite de la pensée, c'est exactement ça. Et un autre philosophe, Bernard Stiegler, qui a parlé de disruption de la connaissance. Disruption, c'est une cassure, une énorme fracture de la connaissance. En fait, nous sommes tombés dans une forme moderne entre guillemets, d'ignorance. Il y a autre chose, ça c'est le deuxième point, nous avons oublié les grands savoirs du passé. René Guénon, le philosophe René Guénon a parlé de la tradition primordiale. Et effectivement, les anciens avaient une vision globale, je dirais holistique, c'est un mot qui est à la mode, une vision générale, tout inclusif des choses. Tout dans l'univers est interconnecté. Et cette vision, elle est confirmée aujourd'hui par la nouvelle physique. Vous avez entendu parler, évidemment, je pense, de la physique quantique,
et de l'école de Copenhague des années 30, avec les grands physiciens que furent Niels Bohr, Paul Dirac, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg et bien d'autres. Alors, en fait, finalement, en définitive, nous avons perdu le contact avec le réel, avec la matrice intelligente de l'univers. En conséquence, eh bien, nous avons oublié ce que nous sommes réellement en tant qu'êtres humains. Alors, après toutes ces recherches, depuis 36 ans maintenant, eh bien, je me pose toujours la question, avec quand même des pistes de réponse, qu'est-ce qu'un être humain réellement? Alors cette crise, eh bien, vous le savez, puisque nous sommes plongés dedans, elle a conduit à une dévastation de l'écosystème, à la fabrication d'armes de destruction massive, à un empoisonnement général du vivant, à une psychose collective sur la planète entière, et psychose qui est aggravée aujourd'hui par la pandémie. Donc, pour reprendre des termes de psychologie, nous sommes devenus une espèce schizophrène et même de dangereux prédateurs. Au fond, notre espèce représente actuellement un danger de destruction totale de toute vie sur la planète. Alors, eh bien, pour traverser cette crise d'une façon positive, eh bien, il faut établir une nouvelle façon de penser, une nouvelle connaissance. Je me demandais juste avant de commencer ces explications, à quel moment ça a foiré? C'est-à-dire, à quel moment, apparemment, il y avait des humains, enfin des êtres qui nous ressemblent connectés avant, hein, les peuples premiers, par exemple, et puis ensuite il y a nous. À quel moment l'homme s'est mentalisé, s'est déconnecté finalement de cette nature et de sa nature? Alors, oui, c'est une question intéressante. Le processus de mentalisation de l'espèce humaine, on peut dire, a duré environ 25 000 ans, c'est-à-dire une précession des équinoxes. Mais la cassure réelle, la cassure rapide, on peut dire, s'est effectuée au moment de la révolution industrielle au XIXe siècle, et puis ça s'est accéléré avec les nouvelles technologies jusqu'à aujourd'hui, eh bien, Internet, ciseaux à découper l'ADN, et puis hélas, des superbombes au plutonium, etc. D'ailleurs, vous êtes assez précis dans votre livre, le dernier tome, donc Le Cosmos est amour. Vous dites qu'il y a 240 ans, très précisément, qu'il y a eu un switch, d'une certaine façon. Oui. Alors, on peut dire que ce bug a démarré en 1781, au moment où on a découvert la planète Uranus. Et effectivement, en synchronicité, je dirais, c'est-à-dire de manière synchrone, en même temps, eh bien, se sont produites toutes les révolutions. La révolution américaine, la révolution française, évidemment, et puis un peu plus tard, la révolution russe en 1917. Et donc, à partir de là, ensuite, on a découvert en 1846 une autre planète, Neptune, et puis en 1930, Pluton. Alors, effectivement, à chaque fois que, curieusement, on découvre un archétype, moi j'appelle ça des archétypes planétaires, puisque pour moi ce sont des êtres vivants, à chaque fois qu'on découvre un autre archétype planétaire, eh bien, il se passe quelque chose en synchronicité sur notre planète. Et donc, on voit bien que nous sommes passés à l'époque de la Révolution française de Napoléon, nous sommes passés du carrosse à la fusée interplanétaire
alors qu'avant, eh bien, pendant des milliers d'années, on a roulé avec des chariots et puis des voitures à cheval. Donc, voilà, il y a eu cette poussée incroyable je dirais, de la science, des technologies, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une position extrêmement délicate, qui fait que, d'un côté, effectivement, il y a des avancées extrêmement intéressantes, comme le fait de parler maintenant en visioconférence. Et puis, le côté négatif, eh bien, c'est que nous avons des armes extrêmement dangereuses. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton et puis la planète, elle explose. Donc, voilà. D'ailleurs, vous dites que les planètes du système solaire sont vivantes, donc forcément, vous devez penser que notre Terre, que certains comme vous appellent Gaïa, est également vivante. Oui, absolument. Absolument. D'ailleurs, l'hypothèse Gaïa a été dessinée par un biologiste, James Lovelock, dans les années 60-70. Et on sait aujourd'hui que notre planète, eh bien, elle a un système osseux, ce sont les montagnes, c'est un système sanguin, ce sont les fleuves, les océans, etc. Donc voilà, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres vivants, mais aussi l'écosystème est vivant. Si l'écosystème est vivant, eh bien, partout ailleurs, eh bien, il y a de la vie. Il y a de la vie dans le cosmos. Les planètes sont des êtres vivants, les étoiles sont des êtres vivants, les trous noirs, etc. D'ailleurs, nous avons échangé tout à l'heure, j'ai parlé du principe anthropique. Anthropique, c'est pas l'entropie E-N-T-R-O-P-I-E, c'est anthropique A-N-T-H-R-O-P-I-Q-E. Le principe anthropique a été écrit, a été dit, posé par un astrophysicien du nom de Brandon Carter. Et qu'est-ce qu'il dit, ce scientifique? Il dit que l'harmonie des lois de l'univers est telle qu'il est mathématiquement impossible qu'elle soit due au hasard. Autrement dit, il y a une intelligence supérieure qui fait que tout est mathématiquement précis à tous les étages du vivant, et même l'ADN des plantes, l'ADN des êtres humains. Donc, les ajustements des nombres dans les structures du vivant, eh bien, sont tellement fins, eh bien, qu'ils ont permis aussi, et ça, c'est ça le principe anthropique, de construire le cerveau humain qui, en retour, eh bien, a cette intelligence capable de vérifier ces ajustements. Donc, c'est comme une boucle, si vous voulez, qui fait que il y a cette intelligence universelle qui est prégnante partout dans tous les éléments du vivant, et puis cette capacité qu'a l'être humain avec ce mental, avec ce cerveau qui est capable de répondre en quelque sorte à ce que nous dit l'univers, l'intelligence de l'univers. C'est notre différence avec peut-être le reste du vivant sur la planète, d'avoir cet intellect qui nous permettrait d'essayer de comprendre finalement. Et est-ce que notre objectif, un de nos objectifs, c'est justement de comprendre ce qui nous entoure? Oui, tout à fait. Je prends le fait les animaux, par exemple. Les animaux ressentent immédiatement, si vous voulez, les vibrations du système solaire, qui est notre système, je dirais, c'est un organisme direct dans lequel nous nous trouvons. Donc les animaux perçoivent, mais à la différence des animaux, l'être humain, lui, il peut analyser. Et c'est ça le mental, et c'est ça, je dirais, on peut dire le génie de l'univers qui a fait que un jour, eh bien, le cerveau des grands vertébrés, eh bien, se met à fonctionner, et
et permet cette, je dirais, cette rétroaction vers, vers soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la psychologie, la sociologie, on a les sciences humaines qui permettent d'analyser les comportements humains, les comportements des sociétés et des civilisations, et en même temps, eh bien, d'analyser ce qui se passe en dehors de nous, en dehors de la planète Terre, de l'univers. Mais vous allez un petit peu plus loin parce que effectivement, nos astrophysiciens cherchent à comprendre, en tout cas à peser, à quantifier l'univers, les planètes, leur distance, leur poids. Mais vous allez un peu plus loin en disant que finalement la vraie connaissance, ce serait de connaître l'ADN quelque part du cosmos, de l'univers et son intelligence, comme vous le dites, le fait qu'il soit vivant, c'est ça un petit peu notre objectif, là, notre ouverture de conscience qu'on nous demanderait, ce serait de ne faire qu'un avec cet univers? Oui. Alors, il y a eu des chercheurs en biologie, en informatique, en mathématiques qui ont démontré le lien entre notre ADN et le système vibratoire du cosmos. Si on étudie le système solaire, si on suit la trajectoire du Soleil dans le bras, dans un bras de la galaxie, on s'aperçoit que les planètes, elles tournent en spirale autour du Soleil, et en fait, c'est un ADN géant. Voilà. L'ADN humain est formé de la même structure que l'ADN du système solaire. D'ailleurs, les astronomes au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, ont montré, avec la loi de Bode, qui se rapproche de la suite de Fibonacci, et cette suite montre, la mathématique incroyable de l'ADN humain, mais aussi de l'ADN du système solaire. Et l'univers entier est formé de la même façon, puisque c'est ce que je dis dans mes livres, c'est que, au fond, le système solaire, eh bien, c'est la vitrine d'exposition de l'univers entier. Alors, je vais vous montrer un nautile. Regardez cette structure absolument incroyable. Et donc, il a été montré par un mathématicien qui s'appelle Jean-Claude Pérez, que là aussi, la structure du nautile est fondée sur cette suite mathématique de Fibonacci. Mais on va retrouver aussi dans les pommes de pin, on va retrouver partout dans la nature cette suite de Fibonacci. Les anciens appelaient le nombre d'or. Donc, finalement, notre corps, c'est une interface avec l'univers. C'est un endroit d'interaction avec tous les éléments du vivant, sans limite d'espace et de temps. Autrement dit, l'être humain a un rôle spécifique à jouer en relation avec l'univers. Voilà, maintenant il s'agit de découvrir une méthode qui permette de mieux comprendre cette articulation entre l'univers et puis notre corps, notre psyché. Alors je tiens à préciser que vous avez écrit cette trilogie de la même façon que vous nous dites, d'une façon spirale, c'est-à-dire qu'il y a une trilogie. Et alors vous expliquez ça mieux que moi dans votre bouquin, enfin vos bouquins, qu'il y a effectivement cette spirale est incluse quelque part dans chacun de vos 3 ouvrages, dont Le Cosmos est amour, le 3e de la trilogie Cosmos aux éditions Nouvelle Terre. D'ailleurs, vous avez bien choisi l'éditeur Nouvelle Terre, ça nous parle bien par rapport à ce que vous dites. J'ai envie de vous poser la question, Patrick, pourquoi l'univers, s'il était, comme vous le dites, supra-intelligent, il a choisi de créer du vivant et l'humanité qui est peut-être pas finalement une civilisation si blanc-bleu que ça, si parfaite que ça. Pourquoi finalement
si l'univers a choisi de nous créer, pourquoi il l'a fait? À quoi ça sert? À quoi on sert? Alors là, Thierry, vous posez une question d'ordre métaphysique. J'ai réfléchi aussi à cette question tout à fait étonnante. Pourquoi l'univers, effectivement Alors, il faut savoir que l'univers, en gros, c'est 94-95% du vide total, je veux dire, de l'espace total de l'univers. Et le reste, ce qu'on appelle le cosmos, c'est-à-dire la physicalité de l'univers, à savoir les étoiles, les planètes, les cactus, les kangourous, les êtres humains, etc. Tout ce qui est vivant, tout ce qui est analysable, en fait, eh bien, c'est en fait la manifestation de l'univers entier, c'est-à-dire de son intelligence. Alors, on pourrait dire, mais là, je répète, on entre dans le domaine métaphysique, on pourrait dire que l'univers a choisi de s'auto-matérialiser pour comprendre de quelle façon, eh bien, il peut intervenir à l'intérieur même de la matière et exprimer petit à petit et progressivement de la conscience à l'intérieur même de la matière. Alors là, on anticipe un petit peu sur une des conclusions, parce qu'il y en a plusieurs évidemment, de cet échange, à savoir que l'être humain finalement, eh bien, il a une destinée sur Terre, il a un rôle à accomplir sur Terre, eh bien, c'est de sacraliser la matière. Sacraliser la matière, ça veut dire quoi? Je reprends ce terme à la manière de Mircea Eliade, l'hystérien des religions, qui dit que le sacré, eh bien, c'est le réel dans toute son essentialité. Et donc, sacraliser notre planète, cela signifie apporter de la conscience dans la matière même de notre planète, à savoir dans l'eau, dans l'air, dans les pierres, dans les montagnes, etc. Eh bien, les anciens avaient cette approche vitaliste de la matière, des éléments qui constituent notre planète. Ils donnaient, par exemple, à des rochers une âme. À un fleuve, à une cataracte, eh bien, il y avait une âme. Et donc, tout ça a été perdu, évidemment. Aujourd'hui, eh bien, on ne va pas revenir à l'époque des cavernes avec une bougie pour nous éclairer, non. Mais tout ce que nous... le travail, justement, de mentalisation et ce qui s'est passé, justement, depuis 25 siècles, c'est-à-dire la découverte de la logique, l'utilisation de la logique, du principe de causalité, et ce qui a donné le rationalisme et qui a conduit finalement au matérialisme rationaliste, qui est l'extrême en quelque sorte de nos capacités cérébrales. Eh bien, il va falloir faire une grande synthèse entre ce que vivaient les anciens, en faisant fonctionner leur cerveau droit, faire une synthèse avec le cerveau gauche. Une sorte de dynamique que je décris dans la pensée de la totalité. Alors, peut-être que j'anticipe sur une question éventuelle. Non, j'aime beaucoup cette idée. Justement, je me disais, mais pourquoi il y avait avant une sorte d'intelligence liée à quelque chose de plus grand, hein, les premiers astrologues ou les premiers astrophysiciens datent d'il y a plusieurs siècles, et ils avaient
quelque part l'univers en eux. En fait, ils étaient connectés, ils avaient un savoir instantané sur un tas de choses, sur les plantes. Et puis maintenant, on va dire, il y a nous, avec une connaissance un peu plus technique, d'analyse, de mesure. Et puis là, vous êtes en train de nous dire finalement que ce serait bien, c'est que la nouvelle humanité soit un mix des deux. Enfin, ça soit plus l'un ou l'autre, mais les deux. Oui, vous avez raison de poser cette question. Effectivement, les anciens fonctionnaient, on peut dire, à l'intuition, à la perception. Ils avaient des qualités ultra perceptives que nous avons perdues aujourd'hui, mais que nous pouvons retrouver. Mais la différence avec notre époque, c'est que les anciens étaient soumis à des forces planétaires, à des forces cosmiques. Et donc, la science actuelle, nous avons compris que, eh bien, il n'y avait plus forcément cet état de soumission à vivre, mais c'est ça le sens de l'ère du Verseau, dans laquelle nous entrons quasiment, pas aujourd'hui, hein, ça se chronomètre pas, mais de faire, comme je disais tout à l'heure, cette synthèse qui permet non plus d'être soumis, non plus d'être dans ce matérialisme obtus et dépassé maintenant, mais de participer en conscience avec l'intelligence universelle. Donc, le terme d'univers de participation a déjà été dit par des grands physiciens, Paul Dirac par exemple, Einstein aussi a parlé de ça, de cette intelligence universelle. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui, avec cette crise planétaire, nous sommes mis en quelque sorte au pied du mur. Au pied du mur de quoi? Au pied du mur d'une mutation énorme, d'une mutation fantastique, prodigieuse, qui fait que nous devons changer, alors comme je disais tout à l'heure, de mode de pensée, de changer, d'explorer de nouvelles sciences, de nouvelles disciplines qui prennent en compte l'intelligence universelle, bien sûr, et de nous mettre dans dans cet état progressif de participation avec l'univers. Alors comment peut-on faire? Eh bien, l'univers, le cosmos, et principalement le système solaire, puisque nous sommes proches de ce système solaire, eh bien, il y a un langage. Il y a un langage cosmique. Bien sûr, à partir du moment où nous nous mettons à apprendre ce langage, eh bien, c'est plus facile, effectivement, de participer en conscience avec le cosmos. Alors, c'est vrai quand on lit vos tomes de la série, de la trilogie Cosmos, vous nous dites effectivement que on doit rentrer en contact, on doit apprendre ce langage. Mais alors, techniquement, comment on fait? Il y a des cours de langage cosmique. Ça se passe comment? Comment rentrer en contact avec ce langage, finalement? Là, nous rentrons dans des considérations un peu plus précises que je détaille dans les 3 livres, et surtout le second. Le cosmos et langage. Le cosmos et langage. Qu'est-ce que dit le cosmos et langage? Je suis parti du principe d'un principe que, effectivement, eh bien, le langage humain provient du langage du cosmos. S'il n'y avait pas de langage cosmique, nous serions incapables aujourd'hui d'échanger, Thierry. Donc, il y a un langage cosmique. Alors, d'où vient-il ce langage?
Eh bien, je disais tout à l'heure que des scientifiques, des chercheurs ont mis en évidence dans dans l'ADN humain notamment, eh bien, une sorte de mini-zodiaque. Ce mini-zodiaque a été mis en évidence par un chercheur qui s'appelait Étienne Guillet, il est décédé maintenant. Moi, j'ai lu son premier ouvrage qui s'appelle L'alchimie de la vie. C'est brillantissime. C'est un grand chercheur. Hélas, à la fin de sa vie, il a disparu. Enfin bref. En tout cas, il a montré que sur la membrane extérieure du noyau des cellules, eh bien, il y avait des métalloïdes, et que ces métalloïdes étaient les mêmes que ce que la tradition attribue aux planètes, c'est-à-dire du plomb, du fer, du cuivre, de l'or, etc. Et que ces métalloïdes seraient des supports vibratoires du cosmos et principalement du système solaire. Et donc, il a été plus loin et a montré que, en fait, l'ADN, eh bien, c'est une sorte de mini-zodiaque avec ces réceptions des vibrations du système solaire. Alors, donc je me suis intéressé à l'astronomie sacrée des anciens, et puis plus tard, diverses astrologies. Je peux vous dire que je suis rentré en marche arrière là-dedans parce que j'entendais tellement de choses au sujet de l'astrologie, et puis je voulais pas m'intéresser vraiment à cette discipline. Et puis un jour, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Alexander Ruperti, qui était philosophe, astrologue aussi, et il a monté mon thème de naissance. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait une relation absolument incroyable entre ce que je pensais être et ma foi, le moment de ma naissance avec les positions planétaires, etc. Et donc j'ai voulu en savoir plus parce que je me suis aperçu qu'en travaillant d'autres, moi j'appelle des plans cosmiques de naissance, c'est pour me défalquer un peu des astrologues. Je ne suis pas astrologue, je suis chercheur en sciences humaines. Et donc, en travaillant sur des centaines, des milliers de thèmes de naissance, pour moi c'était une expérimentation. Je me suis aperçu que, bien, voilà, il y avait une relation de concordance entre notre système solaire et l'ADN humain. Et aussi, bien sûr, le fonctionnement du corps humain, de la psychologie et de la physiologie humaine. Alors, c'est pour ça que je suis allé voir un petit peu à droite et à gauche ce qu'on pouvait dire sur l'ADN, ce qu'on pouvait dire en microbiologie, ce qu'on pouvait dire dans d'autres sciences. Et donc, et bien sûr, en astronomie, en astrophysique, bon. Et finalement, en faisant cette recherche, ce qu'on appelle recherche transdisciplinaire, eh bien, je me suis dit, bah oui, voilà, nous avons effectivement ce mini-zodiaque, comme disait Étienne Guillet, dans notre ADN. Bien sûr, j'ai expérimenté depuis un peu plus de 30 ans, j'expérimente cette manière d'être avec le cosmos. Et comme les planètes, les archétypes du cosmos ne se sont pas arrêtés au moment de ma naissance, bien sûr, les planètes continuent à tourner, eh bien, il y a ce qu'on appelle, il y a des moments très spécifiques qu'on appelle les transits planétaires, où une planète du ciel vient impacter en quelque sorte une des archétypes dans notre plan cosmique de naissance. Et là, effectivement, il se passe des choses. On perçoit des vibrations, et ces vibrations, eh bien,
on peut arriver à les décoder en tant que langage. Ce langage, il nous a été apporté, bien sûr, par les anciens. Quand les anciens disaient tiens, ça c'est la planète Vénus, voilà, c'est la planète de l'amour, c'est la planète des relations humaines, des valeurs, etc. Eh bien, pourquoi disait-il ça et pas dire ben non, c'est pas Mars, c'est Vénus, et puis on va appeler l'autre Tartampio. Non, je me suis aperçu que finalement, ils allaient piocher dans leur mémoire cosmogénétique, c'est-à-dire dans leur ADN. Il y avait une remontée, en quelque sorte, d'informations, pas vraiment conscientes, mais vers le mental, qui fait que, eh ben, effectivement, c'est Vénus. Et si vous faites monter un plan cosmique de naissance, eh bien, vous allez voir qu'effectivement, ça fonctionne comme Vénus. Jupiter fonctionne comme on dit que Jupiter est. Et puis, il y a aussi tout ce, comment dirais-je, ce zodiaque que peu de gens comprennent d'ailleurs. Finalement, c'est quoi le zodiaque? Eh bien, c'est cette bulle protectrice autour de la Terre, hein, qu'on appelle la magnétosphère, et qui reçoit, au fur et à mesure de l'année, qui reçoit des impulsions des vibratoires du soleil. Et quand les anciens disaient ben ça c'est du taureau, vous êtes du taureau, ça c'est du lion, ils ne faisaient que transcrire avec un nom, hein, le lion, vous êtes du signe du lion par exemple, le lion, ben ça, il y avait une définition, il y avait un principe langagier qui était là, c'était le langage de l'expression, de la force physique, etc. Donc, vous êtes en train de nous dire que la date et l'heure de naissance influencent quand même énormément, d'après vous, notre personnalité, comme nous donnerait une mission de vie, finalement? Alors, mission de vie, c'est à la mode, hein, c'est pour ça, c'est un terme à la mode. Oui, c'est un terme à la mode. Mais il y a environ 40 ans, quand j'ai rencontré Alexander Ruperti, il a regardé, il a monté mon thème de naissance, et il m'a dit, tiens, qu'est-ce que tu fais de ce point-là? C'était l'archétype Pluton dans un secteur spécifique de mon thème. Qu'est-ce que tu en fais? Et moi, je lui réponds, ben, écoute, Alex, j'en sais rien, tu vas m'expliquer ça. Et il m'a donné une explication. Et effectivement, j'ai saisi, j'ai vu mon thème, donc il y avait cette vision-là de cet archétype, de ce dessin, il y a un symbole qui est là. D'ailleurs, le symbole, je vais vous le dessiner, hein, si vous voulez bien. Bien sûr. Voilà. Voilà, ça c'est... Voilà, vous voyez là? Oui. Bon, ça c'est le symbole de la planète Pluton, de l'archétype Pluton. Et alors il me dit, qu'est-ce que tu fais de ce... Voilà. Donc je regarde dans mon thème, et puis j'essaie d'écouter ce qui a été dit dans les mythologies anciennes, c'est-à-dire Hadès Pluton, hein, chez les Grecs, et dans d'autres théogonies aussi, dans l'Inde, avec la déesse Kali, avec le dieu Seth dans l'Égypte ancienne, et tout ça, ça se rejoint en quelque sorte, c'est la même dynamique. Et quand on a découvert la planète Pluton en 1930, eh bien, très, très curieusement, en synchronicité, eh bien, on a fabriqué la bombe atomique qui est liée au plutonium. Pluton, plutonium, on peut faire le rapprochement, c'est pas simplement un rapprochement sémantique. Bon. En tout cas, le plutonium, c'est ça qui est incroyable, c'est que le plutonium n'existait pas à l'état naturel sur Terre, et qu'on a été chercher à l'autre bout du système solaire, je dirais, cette dimension à la fois physique, concrète, de cette planète, mais en même temps, sa dimension, je dirais, psychique et, pas oublier, métaphysique. Je préfère employer le terme supraphysique.
Sinon, on peut confondre, on peut se mélanger les pieds avec ce que disent les religions. Alors, donc, j'ai utilisé, parce que, ayant compris ce que venait faire ce Pluton, là, dans mon thème, je me suis dit, bon, bah tiens, je vais voir ce que ça donne. Donc, j'ai répondu, en quelque sorte, à la dynamique plutonienne. Eh bien, figurez-vous que j'ai senti intérieurement quelque chose qui se mettait en marche chez moi, comme, vous savez, à une époque ancienne, il y avait, quand j'étais petit garçon, il y avait ces locomotives avec ces roues énormes. Et puis un jour, eh bien, j'étais dans une gare et puis j'ai vu une locomotive arriver comme ça. Et puis après, j'ai vu démarrer. Et j'ai vu ces roues énormes qui étaient beaucoup plus grandes que moi, qui commençaient à mettre la machine, à faire démarrer la machine. Et j'ai eu l'impression, presque physiquement, avec ces planètes Pluton, qui avaient une énorme machinerie qui se mettait en route en moi. Eh bien, moi qui ne refusais d'écrire, pour moi écrire une carte postale c'était quelque chose d'abominable, je refusais d'écrire, voilà. Eh bien, je me suis mis petit à petit à écrire des bouquins, à faire des conférences et enseigner. Aujourd'hui, je sais très bien parce que effectivement j'ai activé ce principe intégré en quelque sorte dans comment dirais-je dans mon ADN, quoi. Ça faisait partie de vous, quoi. Et on vous remercie. On remonte encore cet ouvrage, le 3e de la collection Cosmos. Après le Cosmos et conscience, le Cosmos et langage, aussi le Cosmos et amour. Alors, on va pas se mentir, ce sont des sacrés bouquins, mais ils sont, comme vous avez découvert, vous redécouvrez Patrick Jarnoen, ils sont détaillés, précis et avec voilà des citations. Patrick se raccroche toujours, voilà, à la science, à l'astrologie éventuellement, à toutes les sciences, et les anciennes comme les nouvelles. Et on a bien compris que l'idée, c'était peut-être la nouvelle humanité qui serait faite effectivement de celle qui est la nôtre aujourd'hui, mais avec un pont vers ces anciennes connaissances. Et d'ailleurs, on en parle beaucoup de cette connaissance, Patrick, dans vos livres, mais c'est pas forcément la connaissance de la culture ou connaître les sciences. Pour vous, la connaissance, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Pour vous, c'est quoi cette connaissance qui serait peut-être un trait d'union entre notre humanité et une prochaine humanité plus consciente? C'est quoi cette connaissance dont on aurait besoin pour évoluer? Oui. Alors, pour me différencier de l'astrologie classique, hein, vous savez que si vous tapez astrologie sur Internet, vous avez environ entre 20 et 25 millions d'entrées. Et hélas, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites là. C'est pas parce qu'on lit 3 bouquins d'astrologie qu'on va ouvrir une officine au coin de la rue. Je trouve ça dramatique. Et ce qui fait que, eh bien, il y a beaucoup de scientifiques, et puis des gens de la NASA, par exemple, qui disent « mais non, vous n'êtes pas de ce signe-là, vous êtes d'autre chose, etc. » Et qu'il y a une critique, effectivement, vers l'astrologie. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, moi je ne suis pas astrologue, et j'appelle le savoir que je détaille dans mes livres, j'appelle cosmologie de la conscience. Voilà. Cosmologie, donc cosmologie, vous avez cosmos et logos, c'est-à-dire une science du logos qui est aussi conscience. Donc, le fait de dire le cosmos et conscience, ça a été senti, ça a été ressenti dans les traditions anciennes, mais aussi avec des grands scientifiques, des astrophysiciens. Donc,
ce que je dis, c'est pas d'embarquer les gens dans une espèce de savoir un peu bizarroïde qui parle de l'univers. Ça y est, l'univers, voilà, et conscience. Je dis simplement aux personnes expérimentez. Expérimentez, vous n'avez pas besoin de sortir 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros de votre bourse, ça ne sert à rien du tout. Vous faites monter par quelqu'un de compétent un diagramme, ce que j'appelle aussi un diagramme de naissance, un diagramme cosmique de naissance, et là, eh bien, vous allez comprendre petit à petit que c'est du concret. C'est une expérience concrète que vous allez vivre en relation avec le cosmos. Alors évidemment, ça vient pas comme ça, juste en claquant des doigts. Voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai lu un bouquin et puis et d'un seul coup, je me sens propulsé. Non, ça prend un certain temps, ça demande un certain courage, ça demande des études. Les personnes que j'enseigne, j'enseigne des psychologues, j'enseigne des professeurs de yoga, j'enseigne aussi des postiers, j'enseigne toutes sortes de personnes. Ça prend du temps. Hein. Il faut au minimum 7 ans d'études pour commencer à piger cette relation que nous avons avec le cosmos. D'ailleurs, j'en profite, Patrick, pour ceux qui seraient intéressés à découvrir vos activités, que vous avez un fabuleux site avec vos ouvrages que vous présentez. Il y a également un blog avec de superbes articles. C'est patrickjarnouen.com, Patrick JARNOUEN.com, patrickjarnouen.com, pour découvrir toutes ces possibilités. Je voulais revenir, Patrick, sur une idée qui part toujours du fait que si le cosmos est conscience et supra-intelligence, s'il est cet architecte de la vie, est-ce que c'est normal qu'il nous ait fait passer par des tensions, des guerres, des injustices? Oui. Alors, bien sûr, ça c'est la grande question qui a été posée, par exemple, par des philosophes ou des penseurs comme Albert Camus ou Jean-Paul Sartre au XXe siècle. Pourquoi des guerres? Pourquoi les enfants, dans son livre La peste, Camus dit pourquoi les enfants meurent de la peste? Ils n'ont rien fait, ces petits enfants, et c'est absolument injuste. Et donc, il en déduit que le monde est absurde. Le monde est absurde. Alors, ma foi, si le monde est absurde et qu'on reste sur ce plan-là, on n'avance pas. Hein. Le monde n'est pas du tout absurde. Le cosmos est énergie. Je prends une planète comme Pluton. Pluton, pour beaucoup d'astrologues, en tout cas les astrologues des années 40, 50 et même 60, c'était le grand méchant loup. Pluton, c'était le destructeur, c'était le dieu des enfers, c'était quelqu'un avec qui on n'avait pas du tout envie de sortir en discothèque. Hein. Bon, alors, non. Il y a, comme toute énergie, il y a du positif et du négatif. C'est très simple, c'est comme l'électricité, il y a le plus et le moins. Eh bien, les archétypes, c'est la même chose. Il y a le côté positif de l'archétype Pluton et il y a son côté négatif. Et son côté négatif, eh bien, il le formule à partir du moment où l'humanité ne fait pas son travail d'humanité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, on peut dire que puisque les humains ne croient plus à rien, puisque les valeurs sont complètement inversées, parce qu'on fabrique des superbombes, eh bien, je dirais, je ne vais pas faire de l'anthropomorphisme, mais on peut penser que Pluton, eh bien, il dit, puisque vous faites ça, moi j'appuie sur l'accélérateur, et puis voilà. Maintenant,
Ça sera un peu comme on dit le karmique. On a fait une bêtise dans une autre vie, alors on en paye un petit peu les frais dans celle-ci. C'est un petit peu ça que vous nous dites. Si on joue avec l'énergie atomique, à ce moment-là, bah, ça risque de causer des dégâts. C'est un petit peu une leçon que l'univers nous donnerait. Oui, absolument, absolument. Je dis, quand je dis l'univers est conscience, l'univers est amour aussi. Si l'univers avait des tendances destructrices, eh bien on n'existerait pas tout simplement. Le cosmos serait complètement chaotique, bref, ce serait un bazar universel. Mais on peut dire que l'intelligence universelle s'étant projetée dans le vivant terrestre, et à travers nous justement, eh bien nous laisse en quelque sorte, c'est là où intervient le libre arbitre, nous laisse la possibilité de dire, ben, au fond, ça c'est pas juste, ça faudrait peut-être aller voir de ce côté-là. Donc nous en payons en quelque sorte aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Eh bien, nous avons expérimenté la bombe atomique. Et puis, hélas, les gouvernements fabriquent des armements de plus en plus puissants. Alors, bon, alors on verra bien ce qui va se passer. Maintenant, est-ce que justement, quelle est la solution pour que ça continue pas dans le mauvais sens? On peut dire, ce serait peut-être faire je vous cite juste à l'instant, notre travail d'humanité. Ce serait quoi faire notre travail d'humanité? Notre travail d'humanité, moi je ne parle plus d'humanité, pour moi c'est un concept qui est obsolète. Je parle de cosmicité, c'est-à-dire, et c'est là l'ère du Verseau, c'est de petit à petit, progressivement, eh bien, d'entrer dans cette, de fabriquer en quelque sorte cette espèce, cet être cosmique que nous sommes déjà, et nous pouvons le devenir en conscience. Donc c'est potentiel en nous. Alors, pour revenir à ce que vous disiez tout de suite, le cosmos, l'univers entier, eh bien, je dirais, il y a un système d'équilibrage absolument extraordinaire. L'univers, l'intelligence universelle, sait exactement si un être humain, parmi les 7 milliards d'êtres humains, eh bien, si un être humain à la naissance, eh bien, il a un travail de rééquilibrage à faire par rapport à ce qu'on appelle des vies antérieures. Alors, c'est ça la chose. Alors, on peut se dire que dans les temps qui viennent, peut-être qu'il va se passer des choses pas très agréables, mais ça dépend de nous finalement. C'est pas l'univers qui décide, c'est l'être humain. C'est-à-dire finalement cette projection de l'univers qui s'expérimente lui-même à travers le vivant. On aurait quand même le libre arbitre. Pour vous, l'univers propose et nous, on en dispose? Exactement, exactement. C'est une phrase, c'est une sentence une phrase que je dis souvent à mes élèves. L'univers dispose, exactement, il dispose des énergies, il dispose d'instruments vibratoires, etc., etc. Et nous, eh bien, on utilise. Alors, si nous sommes dans l'inconscience, dans la bêtise, dans l'égocentrisme, eh ben, on fait des bêtises avec les outils. C'est comme un astrologue qui s'appelait Jean Carteret dans les années 30, il disait ceci. Si vous avez un marteau c'est un outil, tout le monde sait ce que c'est qu'un marteau. Avec un marteau, vous pouvez enfoncer un clou dans le mur et accrocher le portrait de votre belle-mère. Et ça, ben, c'est sympa, ça, non? Mais alors, avec le même marteau, vous pouvez assommer votre belle-mère. Ben, ça, c'est le côté négatif de la chose. Hein? Bon, eh bien, c'est pareil avec l'univers. Hein, l'univers nous propose un marteau, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va casser des trucs, on va casser nos joujoux avec le marteau, ou alors on va construire des sciences, des technologies intéressantes. Parce que nous avons quand même potentiel mental extraordinaire qui fait que le Verseau,
qu'est-ce qu'on appelle le Verseau finalement? Entrer dans l'ère du Verseau, eh bien, c'est faire que la technologie, elle soit distribuée en conscience. C'est ça la chose. Et en conscience de quoi? En conscience que nous appartenons à un univers intelligent qui attend de notre part des réponses. Voilà la chose. Des réponses à quelle question? C'est quoi? Du coup, c'est intéressant. Il attend de quelque chose de nous, quelque part? Oui, eh bien oui. La première question, c'est une question qui nous est posée à la naissance et qui est montrée par ce plan cosmique de naissance. Il y a une question qui est là. On peut dire que ce plan cosmique de naissance, il synthétise, je dirais, l'énergie de toutes les vies antérieures. Donc, on a quelque chose d'extraordinaire qui est là. Donc, c'est une question qui est posée au petit enfant qui naît. Alors, bien sûr, il va falloir transformer le karma, ce qu'on appelle le karma des vies antérieures, en dharma. Et alors, c'est quoi le dharma? Eh bien, pour un tigre, le dharma, c'est de rugir. Pour le feu, c'est de brûler, c'est de réchauffer. Eh bien, pour l'être humain, le dharma, c'est quoi? Eh bien, c'est de neutraliser les karmas anciens, c'est-à-dire toutes les bêtises, tout ce qu'on a pu refuser ou éliminer ou ne pas prendre conscience dans les vies anciennes, repolariser le karma ancien en dharma, c'est-à-dire en conscience, et répondre aux besoins actuels de l'humanité et du vivant. Et quand je parle du vivant, c'est pas simplement que le vivant, les êtres humains, les animaux, la mer, l'air, etc. C'est les planètes, c'est le cosmos entier. Tout ça, c'est le vivant. Donc nous avons une fonction, nous avons un rôle, et c'est pour ça que nous sommes nés. C'est pour vivre en conscience de ce que nous sommes réellement. Merci. Nous avons une mission. Et non, mais c'est vrai que je me venais l'image en parlant avec vous dans ces minutes-là qui passent ensemble, et merci encore, qu'on est en train effectivement de beaucoup parler de la planète, de la nature, oui, des océans, des forêts. Et là, en fait, vous êtes en train d'expanser la planète en nous disant, finalement, on doit vivre non seulement, bien sûr, avec la nature et la planète sur laquelle on est, mais de façon encore beaucoup plus large, on doit vivre en connexion avec l'univers tout entier. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui, tout à fait. Maintenant, il est vrai qu'il y a des urgences. Les urgences, eh bien, c'est on peut dire, c'est le réchauffement climatique. Alors ça, je ne suis pas expert en la question, mais il est vrai qu'il y a des icebergs qui se transforment, je dirais, en eau de mer. Il y a il y a des espèces animales qui sont en train de s'éteindre à la vitesse grand V. Bon, il y a effectivement des endroits sur notre planète dont il faut s'occuper. Il y a une urgence, évidemment. Il faut s'occuper des mers, comme le commandant Cousteau l'a fait, et puis d'autres aujourd'hui, de dépolluer les océans, de dépolluer les airs, de dépolluer les terres. Donc, chacun, chacune, eh bien, a une mission à accomplir. Alors, si l'humanité vit une crise sans précédent, comme vous le dites et comme certains le disent, qu'est-ce que justement, au quotidien, chacun d'entre nous, on peut faire à notre façon, avec nos moyens, pour s'en sortir? Vous dites vivre en conscience, ce serait quoi alors le rôle de chacun pour passer cette crise finalement? Alors, bien sûr, le rôle de chacun, il faut d'abord réfléchir sur ce qu'est notre rôle sur Terre. Or, je dirais la psychologie habituelle, la psychologie générale, ce qui est enseigné dans les facs, eh bien, c'est de dire, eh bien, construisez votre personnalité. Bon, ça va pas très loin, ça. Hein? On construit notre ego, en quelque sorte. Pourquoi faire? Pour devenir
je dirais, un bon consommateur pour avoir une bonne place dans la société, pour se marier, avoir des enfants, acheter 2 voitures, 3 frigidaires, une maison à la montagne, etc. Voilà, c'est ça qu'on nous propose. Mais c'est absolument ridicule. Hein. Pour moi, je trouve que présenter un rôle comme ça aux personnes, eh bien, c'est pas un mensonge, parce qu'effectivement, il faut bien aller faire ses courses dans les magasins, il faut bien se nourrir, il faut bien se vêtir, il faut bien se déplacer, mais de dire c'est seulement ça que vous avez à faire, eh bien, moi je dis c'est un mensonge. Je veux dire, le mental humain est tellement sophistiqué que nous avons la possibilité aujourd'hui, et surtout depuis que nous avons découvert ces 3 plans-là, Uranus, Neptune et Pluton, d'aller beaucoup, beaucoup plus loin dans notre, je dirais, dans notre humanité, moi je dis dans notre cosmicité. Alors bien sûr, ça ne va pas prendre, comme je disais tout à l'heure, il ne suffit pas de claquer les doigts et pouf, ça y est, je deviens un être cosmique. Non, ça va prendre des centaines, des milliers d'années, ça va prendre peut-être 2, 3, 4, je dirais, révolutions du système solaire dans la galaxie. À partir de maintenant À partir de ces 240 ans, on a dit tout à l'heure, ça a commencé il y a 240 ans, donc on n'en est qu'aux prémices, qu'au début finalement. Exactement. Nous en sommes aux prémices d'une transformation de notre espèce. Un des premiers qui a dit ça dans les années 30-40, c'est Sri Aurobindo. Sri Aurobindo a dit ceci. Ce que nous vivons actuellement, eh bien, ce n'est pas simplement une crise économique, ce n'est pas simplement une crise politique, c'est une crise évolutive. Autrement dit, l'espèce humaine est en train d'évoluer vers une autre espèce, eh bien, que moi j'appelle la cosmicité, de devenir des êtres cosmiques. Mais les anciens, ils savaient très bien qu'ils étaient des êtres cosmiques. Simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils avaient peur des dieux, ils avaient peur du dieu des enfers, et donc ils ont inventé toute une sorte, plusieurs des sortes de rituels pour être amis, en quelque sorte, avec les dieux. Aujourd'hui, c'est plus pareil. On sait que ce sont des énergies dont nous sommes formés physiquement, psychologiquement. Et donc, nous pouvons vivre ces énergies et nous transformer nous-mêmes. Donc voilà, il s'agit de vivre, d'avoir une connaissance lucide de notre relation avec un univers intelligent et conscient. Merci beaucoup Patrick. Je voudrais juste avant peut-être vous laisser un mot de la fin ou un complément. Vous rappelez la sortie de son dernier ouvrage, Le Cosmos est amour, notre seule chance de survie, aux éditions Nouvelle Terre qu'on salue. C'est le 3e tome d'une trilogie, et pas des moindres, qui s'appelle Cosmos, avec ces 3 livres que vous pouvez découvrir également sur son site internet patrickjarnouen.com. Effectivement, il y a le cosmos et conscience, le cosmos et langage, et le cosmos est amour. Je crois qu'on peut prendre l'un ou l'autre sans avoir lu les uns ou les autres, puisqu'il y a toujours des rappels des autres tomes dans chacun d'entre eux. Je voudrais d'ailleurs vous citer, hein, bon, j'en ai noté tellement, mais on pourrait pas toutes les citer. Certaines de vos phrases, une citation donc que j'ai relevée d'un de vos livres. Il existe de la conscience partout. On dira une unicité de conscience dans une multiplicité de formes. Voilà, Patrick, je vous laisse le mot de la fin. C'est que ce qui se passe actuellement sur cette planète, sur notre planète, eh bien, effectivement, c'est difficile. C'est une épreuve. C'est une épreuve qui est certainement dramatique pour beaucoup de personnes, mais c'est un moment, je dirais, de transformation. Nous vivons une mutation absolument extraordinaire et qui est montrée par les grands cycles
j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé nous terminons le cycle des poissons et nous entrons dans le cycle du Verseau. C'est un cycle qui fait environ 2000 ans, un peu plus de 2000 ans. Et il y a un autre cycle qui est le cycle précessionnel, de précession des équinoxes, qui est de environ 25 000 ans. Et là, eh bien, nous sommes à la charnière de ces cycles, de ces grands cycles, et il se passe effectivement, notre planète est brutalisée. Il faut savoir aussi que des astronomes russes ont montré que tous les 25 000 ans, et en réalité tous les 13 000 ans, mais d'une manière plus évidente tous les 25 000 ans, eh bien le système solaire est aligné très précisément avec notre centre galactique, le centre de notre galaxie, et que nous recevons des impulsions, je dirais, électromagnétiques extrêmement puissantes. Ils appellent ça des énergies synchrotrons. Mais ces énergies, elles ne sont pas que, électromagnétiques, elles sont aussi psychiques et transphysiques. Donc il faut voir les choses sur plusieurs plans et non pas simplement à travers la lunette matérialiste. Donc, ce que je veux dire finalement aux auditeurs, eh bien, c'est de ne pas paniquer, c'est de ne pas abandonner. Il y a, c'est ce que j'ai voulu avec cette trilogie, c'est de vous donner un espoir de comprendre ce qui est en jeu actuellement et d'aider aussi à vous transformer. Et ça, ce processus de transformation, c'est pas moi qui l'invente, c'est le cosmos. Ça s'appelle l'évolution. Merci beaucoup Patrick, merci pour cette trilogie que j'appelle personnellement une encyclopédie tellement elle est riche. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt en thérapie.